C'est drôle, on croit. Bonjour à tous et bienvenue dans un tout nouvel épisode de Backstage Podcast. Je suis Grégory Prudhomme et cette semaine je rencontre John Gijol de John Jam Session qui est une figure immanquable du monde de la nuit de Shanghai. Avec John, on va parler bien sûr de son parcours dans la musique, de sa création, des différents titres qu'il a pu créer, mais aussi de ses différents projets qui ont toujours été dans la direction d'amener des musiciens ensemble, des artistes, de manière à vraiment pouvoir créer des moments inoubliables et souvent sans cadre. Vous allez voir, on va parler des jam sessions, on va parler de vraiment l'événement. J'espère que vous allez passer aussi un bon moment. Si vous aimez cet épisode, et bien comme d'habitude, dites-le moi. Laissez des messages sur iTunes, sur les différentes plateformes de podcasts que vous pourriez trouver. Et bien sûr, parlez-en autour de vous. On se retrouve à la fin pour un petit mot. Bon, bonjour John, merci d'être venu sur ce podcast. Bonjour Greg, je suis très content d'être ici. Eh ben merci. Alors, ton nom de famille, personne ne le connaît, je crois. Non, pas grand monde. Ouais, on t'appelle John Jam Session. John Jam Session, John Shanghai. Ouais, alors, John Shanghai, ah oui c'est vrai, John Shanghai. Ton vrai nom c'est John Gijol. Gijol, c'est ça. Ouais, d'origine camerounaise. D'origine camerounaise, ouais. T'as grandi en France, t'as fait tes études en France? Ouais, je suis né à Paris 12e, grandi dans une banlieue difficile, Versailles. Ah oui, côté château. Ouais, du côté château, c'était pas mal. Non, c'était plutôt bien, une belle enfance. D'accord. Et après, c'est vrai que la banlieue m'a sauvé un petit peu. Ok. Je suis devenu un peu plus tough. Les ça parents m'ont mis. Ouais, bah oui, ça m'a rendu un peu plus costaud par rapport à la rue, mais c'était très bien, une très belle enfance. Et alors, si on fast forward un petit peu, donc tu es arrivé en Chine en quelle année maintenant? Je suis arrivé à Hong Kong en 2005. Ouais. Je crois que j'étais à Hong Kong en 2005, voir ce qui se passait. Ouais. Je sortais long story, short story, long story, ok, long story, short story, comme on dit. Oui. En 1999, je sors un disque. D'accord. Ouais, je sors un disque en France. En France. Produit par les producteurs des To Be Free. Ok. Et j'ai mon parrain musical qui s'appelle en fait Jean-Michel Riva, qui est en fait l'un des premiers producteurs de Claude François. D'accord. Donc en fait moi j'ai grandi un peu pendant tout ce temps-là pour parler un peu rapidement de la France et de Paris. Donc je sors mon premier disque, une reprise de Charles Gainsbourg. Je suis venu te dire que je m'en vais en 2000. Ok. Donc je commence à faire je fais des petites tournées, des petites dates. Il y avait les Poetic Lovers, La Rousseau. la grande époque. La grande époque. Ah oui, Mano. Grain de Star. Ah oui, Mano. Ah ouais, Laurent Boyer. C'était ça. Ouais, donc en fait, je commence à faire je fais deux, trois trucs comme ça. Et comment t'es rentré dans la musique en France? C'était la passion ou c'était le réseau? Comment? Toujours, la passion, j'ai toujours fait de la musique. Quand j'étais, je me rappelle, à l'époque, on était pas très loin, on était en banlieue, justement, j'étais à Montrouge, voilà, près de la porte d'Orléans, à Saint-Alvin, Paris 14e, à côté, et dans 92. Et j'étais basé entre Montrouge et Bagneux. Ok. Et j'organisais des soirées déjà. T'as pas changé, toi? Rien n'a changé. Et là, il y avait des groupes, comme ça, je sais pas, il y avait des groupes. On rappelle, un jour, un show, il y avait les Négresses Vertes, on avait fait une espèce de tremplin musical. On a gagné le tremplin musical. Il y avait Manu Dibango qui est arrivé. Ah ouais. Voilà. Et on avait gagné le concours. Et après, j'ai organisé des soirées dans lesquelles j'avais fait venir des artistes qui sont devenus un peu connus. Après, peut-être 2 ou 3 qui sont devenus connus. Je me rappelle qu'il y avait des danseurs qui ont fait partie d'un groupe qui s'appelle. Ils chantaient Angela. Bah, c'était les boys band. Oui, c'était à l'époque des Worlds Apart et tout ça. Voilà, donc en fait, après, voilà, je fais mes petites soirées et je suis repéré par un manager qui me propose de signer un contrat et il me dit qu'il y a un producteur de musique française assez connu qui recherche un chanteur. Parce que toi, t'étais organisateur, mais tout de suite, comme un peu aujourd'hui, c'est-à-dire que t'organises, mais tu prends le micro et tu chantes de temps en temps, ou t'as toujours regardé la même recette, en fait? Ça a toujours été comme ça. Naturellement, parce qu'il y a personne qui voulait se mettre en avant, je fais ok, bon, j'y vais. Ouais. Et t'avais étudié la musique, ou c'était par toi-même? Non, vraiment par moi-même, autodidacte, et toujours coopéré avec des gens qui ont toujours été dans la musique, quoi. Ouais. Toujours été dans la musique.
Et là, tu te fais repérer, donc? Je me fais repérer, puis je commence à travailler avec Jean-Michel Rival, justement, qui en fait a coécrit Un lundi au soleil. Mais surtout, son grand fait d'armes, c'est Voyage, Voyage de Wireless, producteur, éditeur et compositeur. Ouais, donc voilà, et d'autres rencontres, Michel Delpech, tous ces gens-là un peu régulièrement quand j'étais minot, quoi. Ouais. Voilà. T'avais quel âge à l'époque? Je crois que j'avais 17, 18. Ah oui, vraiment jeune. Ah ouais, voilà, donc je vois tous ces gens comme ça. Et là donc, on te propose un deal, tu t'enregistres un album? Là, j'enregistre des titres, on écrit en fait, en gros, ce que j'ai bien aimé, c'est que bon, comme c'est un auteur magnifique, il écrit les textes pour moi, et il me laisse faire mes mélodies. Donc ça se passe comme ça. Ça prend un petit peu de temps. On signe pas directement. Du coup, je travaille avec son neveu. Ok. Son neveu qui est aussi dans la musique. Et on signe chez BMG. Ouais. Qui n'était pas encore BMG, il est mal. Et finalement, après, on re-signe. C'est la musique. Hein, on re-signe en édition chez Island. Ah oui. Qui à l'époque venait se faire acheter par Seagram, c'est une grosse polygramme, machin, tout ça. Donc et après ça, je signe chez Vagram pour sortir le titre. Ah oui, donc tu as signé dans 3-4 maisons différentes avant d'avoir un premier titre. Voilà. Et après, je commence à faire mes tournées et mes ententes avec Maison 10, la production. Ça c'est marrant, ça revient souvent. Ça. Ouais, voilà. Donc procès. Ok. Bon, finalement j'ai eu un petit peu de chance parce que j'ai gagné mon procès. D'accord. Donc, du coup, je prends un peu plus de recul et je rencontre des amis dans la musique. Je me mets à travailler avec eux. Je rencontre un ami qui s'appelle Laurent, qui allait devenir l'un de mes meilleurs amis. Et on commence à travailler dans la musique. Ça nous mène à une histoire qui va nous mener à New York. On va enregistrer un album chez Wyclef Jean. D'accord. Finir dans des soirées avec Jay-Z et Beyoncé. Ouais, donc on va là-bas et on devait être acheté par une partie de Endemol à l'époque chez Arthur. Ouais. Et donc le deal ne se fait pas, mais en fait on était parti sur un projet où on avait nos avatars. On cherchait des chanteurs, donc on produisait. Évidemment, on a chanté nos propres titres. Okay. Et ça n'a pas pris le jour, mais c'était vraiment une aventure extraordinaire, j'imagine. Ça a pris combien de temps toute cette époque-là? 3 ans. Mais donc en fait, on écrivait, on était basé dans le 15e. De rencontre en rencontre. De rencontre en rencontre, et puis on rencontre un autre luron, et on part dans cette aventure à New York pendant 2 mois pour enregistrer notre premier album à Manhattan. Ouais. Imaginez. Et comment tu te finançais? Parce que du coup, si tu travaillais sur tout ça, en fait, vous ne vendiez pas non plus en même temps? Non, en fait, on avait des économies. Alors, en vrai, c'était on a fait un peu sur économies, sur ce que j'avais gagné à l'époque, et puis voilà. Et voilà, puis le voyage. Donc, mais bon, c'était. Je travaillais donc. En plus, j'ai mon pote aussi qui était quand même. C'était un businessman assez aguerri. D'accord. Et puis un autre pote qui s'appelle aussi Laurent. Ok. Qui avait été l'ancien managing director de Morgan Stanley à New York. Ah ouais. Plus jeune. Donc, oui, il savait faire quoi. Voilà. Et puis voilà. Et donc justement, donc tu dis voilà, vous avez travaillé pendant quelques temps à essayer de vendre ce concept-là. Quand est-ce que vous vous êtes rendu compte, vous avez dit bon, ça va pas marcher, faut qu'on change, faut qu'on arrête? Ce qui s'est passé, c'est que c'était une époque où dans la trentaine, ils étaient tous un peu plus que moi. Moi, j'ai un peu moins de la trentaine, et ils sont focus sur leur business un petit peu internationaux. Et moi, j'ai encore envie de découvrir et de voyager un petit peu. Ah, okay. Donc, lorsque les choses ne se signent pas directement, je pense qu'ils avaient aussi un peu plus de moyens que moi, beaucoup plus de moyens que moi, et ils voulaient développer plus leur business. Donc, je leur ai dit, écoutez, moi, je vais faire un petit tour. J'aimerais bien faire un petit tour, peut-être du côté de l'Amérique du Sud. Et finalement, j'ai été convaincu par un autre ami d'aller faire un petit tour en Asie. Ok. Ce qui n'est absolument rien à voir. Oui, clairement. Et tout passe. Et je me retrouve justement
2005 à Hong Kong. Et de là, je découvre l'Asie. Un choc, c'est ma première fois en Asie. Et de là, j'ai décidé de prendre du temps pour moi. Et quelle était la scène musicale quand tu es arrivé Parce que quand on pense musique, on pense pas forcément Asie. Tu vois ce que je veux dire? Non, mais pas du tout. Justement. Je suis arrivé dans un contexte et d'un seul coup, je prends du recul parce qu'en fait, le background de ma famille, c'est aussi le food and beverage. Food and beverage et puis le trading. Voilà, juste background. Donc, oui, puis le monde de la nuit aussi. Une sœur qui avait un bar, genre à Pigalle, tu imagines. Ok. Donc, bar de nuit, magnifique. Moi, j'ai grandi dans les trucs, c'est formidable. Puis aussi un beau-frère qui était dans la couture. D'accord. Pour Gauthier, tous ces gens-là. Okay. Donc, j'ai grandi. Puis une tante aussi qui travaillait pour des ateliers de luxe, Saint-Laurent. Okay. Bon bref, donc j'ai toujours été entouré de ça. Arrivé à Hong Kong, le contexte était un contexte d'un je suis complètement dépaysé. Et là, je prends du temps pour moi-même. En fait, je me rends compte que depuis mon adolescence, j'ai toujours fait des projets. J'ai pas arrêté, ou bossé avec mes parents, toujours. J'ai toujours été entre la musique, business. Ouais. Ça n'a jamais arrêté. Et là, je commence à découvrir une autre façon d'approcher les choses. Un côté où c'est un peu plus, les rapports sont différents. Ouais. Ça peut sembler un peu froid, un peu plus intérieur. Et paradoxalement, ça m'attire complètement. Donc du coup, je me sens bien là-bas à Hong Kong. Tu avais des amis quand tu es arrivé déjà qui t'ont... J'avais juste une pote qui m'a dit « Ok, je serai là-bas ». Et en fait, ce qui est marrant, c'est que tous ces gens-là, ils sont repartis en Europe ou à partir du moment, et puis c'est moi qui suis resté. Voilà. Donc en fait, je devais rester 10 jours. Et ça s'est transformé en 2 années sabbatiques. Ok. Voilà. À Hong Kong. En fait, basé à Hong Kong et après puis de là. Bougé à droite à gauche. C'est à l'époque où on pouvait sortir, pour venir, voilà, 90 jours. Et au niveau, je vis toujours sur mes économies, mais en fait, et là, d'un seul coup, je sais pas, il y a des gens qui m'ont adopté. Donc du coup, ils m'ont dit, écoute, John, j'habite à la maison. Je fais non, mais attends, on est pas. On est viens. Je sais pourquoi, mais on est bien avec toi. C'est cool, je suis bien, c'est ça. Donc du coup, voilà, ça se passe comme ça. Hong Kong, nightlife. Et donc tu faisais quoi? C'était vraiment, tu profitais ou tu as commencé à jouer, Non, je profitais, puis des fois je jouais un peu à gauche à droite. C'était pas vraiment la folie, hein. Il n'y avait pas grand chose qui se passait, hein, je veux dire. Moi, c'est exactement l'année où j'étais à Hong Kong. En fait, j'ai fait mes études 2005-2006. J'étais à Hong Kong. Bah, tu peux imaginer, il y avait quelques groupes philippinos, il y avait juste une boîte africaine là-bas où il passait un peu dans l'eau, et puis des fois un piano qui traînait, on soufflait dessus et de la poussière. Et il me dit mais attends, mais j'ai cherché, j'ai pas trouvé vraiment t'as pas trouvé un écosystème, t'as pas trouvé le truc qui allait faire que... En même temps, c'était pas vraiment l'endroit pour, mais c'est vraiment intéressant d'avoir cette interaction avec l'Asie, des expats, des gens, des mecs un peu perdus, on sait pas d'où ils venaient, des aventuriers. Ah, puis Hong Kong, à cette époque-là, c'était encore... C'était la grande époque de Hong Kong, c'était les banquiers d'affaires, les gars en costard qui sortaient en happy hour. Mais c'était la fête. Et tu pouvais sentir vraiment, l'insouciance. C'était léger. Je te rejoins complètement là. C'était vraiment léger. Et tu venais, puis aussi d'un point de vue administratif, les gens arrivent, oui, tu restes, tu arrives, tu prends ton ordinateur, et puis tu as 3 Wi-Fi gratuits. Au milieu de la rue, tu bois ton café, les poussiers passent à côté, tu regardes un petit peu, puis ça continue, quoi. C'est marrant, quoi. Voilà. Et comment t'es arrivé alors à Shanghai? J'arrive après quelques mois, on fait du Shenzhen, machin, un peu autour. Je me retrouve avec un pote mannequin à l'époque, on atterrit aux Philippines à minuit, et on rencontre une star. Une star de TV series, et qui était un peu une star aussi du film adulte, et on devient super pote, et puis elle nous invite, on fait la fête, mon pote se retrouve dans le journal, 3 jours après, le nouveau Titanic. Ah oui, d'accord, de la fille. Des trucs comme ça, ça s'appelle Keanu Reeves, c'est ça. Keanu Reeves, pas comme l'acteur. Hein. Oui. Ok. Donc, donc que l'histoire comme ça, improbable, et puis je pose la question, ok les gars, c'est quoi la prochaine destination pour vous? C'est quoi la prochaine étoile de la vie? Et
dans toutes les conversations, de jour et de nuit, ou diurne, Shanghai. On m'a dit, écoute, tu dois aller faire un tour à Shanghai. En plus, là-bas, il y a plein de Français, ça te fera plaisir. C'est bien, ouais. Ton anglais n'est pas très bon. Ok, d'accord, ça fait plaisir. Moi aussi, je t'aime. Donc, j'arrive à Shanghai, et là, Et t'étais encore jamais venu à Shanghai, tu connaissais pas, tes potes, ils t'ont dit... Ils m'ont dit, va faire un tour. Ils m'ont dit, écoute, John, va faire un tour. Il y a un endroit qui est très sympa, qui s'appelle le Bar Rouge. Ok. Ça marche bien, puis c'est le Parc 97. Ah oui, allez, bah ouais. Voilà. Il m'envoie le jeton. Un pote DJ, un anglais me donne le numéro d'un pote, un mec avec le numéro d'un pote, s'appelle Guillaume, qui à l'époque bartender. Ok. Qui, pour la petite histoire, il y a 1 an et demi, j'étais chez lui pour faire le clip à Miami. Ouais, bah oui. Avec le poteau. Donc c'est le même Guillaume. Et il me dit rendez-vous à Shinkendi au Starbucks. Ah oui. Bon, ça a commencé. On s'est pas rencontrés ce jour-là et le même soir, j'avais rencontré un autre pote. J'ai pris le numéro d'un pote de Shenzhen qui travaillait dans le trading. M'avait dit, écoute John, vas-y, prends ce numéro-là, il s'appelle David. John, t'es un bon pote, il fait partie de la communauté juive, il va s'occuper de toi. Et puis je t'aime bien. Donc je suis arrivé là-bas et ce gars m'emmène aux Zapatas. Et le soir d'après, j'atterris au Bar Rouge. Où je me rappelle, je crois que je paye une bouteille de champagne au bartender qui m'en paye une et après c'était la fête. Voilà, et je rencontre toute l'équipe du Bar Rouge avec qui j'allais bosser plus tard. À l'époque, donc là c'était en 2005-2006 du coup. Franchement, on a dû se croiser quelques fois par là-bas, je pense, parce que moi c'est pareil, c'est les mêmes années. Le Bar Rouge à l'époque, alors Parc 97, c'était quand même l'un des lieux de fête assez importants. Il y avait les allers-retours. Ouais, c'est ça. On finissait tous à la Windows. Ouais, c'est ça. Parce qu'à l'époque, on faisait ça, on passait d'un bar à l'autre par soirée, alors qu'aujourd'hui, on le fait moins, je trouve. On fait beaucoup moins, mais en plus, c'est vraiment les styles différents. Non, mais c'est pas que ça, c'est pas que ça. Parce que je me rends compte que on commençait la soirée au Bar Rouge, ouais. Un petit restaurant au Bar Rouge, et on pouvait finir au Windows, ou bien pour les plus vaillants, dans les after-parties du côté de... Ouais. J'oublie, Dragon. Ouais, ben oui, bien sûr. Dragon. En face de la crêperie maintenant, là, en face du Channel. Là. Exactement. Donc voilà, c'était un peu comme ça. Donc, et comment, donc toi, de fil en aiguille, tu rencontres tous ces gens-là, donc tu es tout de suite connecté avec le monde de la nuit. En fait, je sors tous les soirs. Je sors tous les soirs et j'ai eu la chance en fait d'être supporté par pas mal de gens. Ouais. Donc du coup, je peux encore vivre sur mes économies. Ouais. Donc j'arrive à Shanghai. Et je passe plusieurs mois à rencontrer du monde. Voilà. Ouais. Donc voilà. Et à ce moment-là, à Shanghai, est-ce que tu as pu voir, comparé à ce que tu as vu à Hong Kong, c'est pareil, on était en mode, les live bands, c'était plutôt des live bands philippinos généralement. On était dans quel style quand tu arrives à Shanghai? En fait, quand je suis arrivé à Shanghai, le seul endroit dans lequel je me suis retrouvé, c'était le Parc 97, justement, le Upstairs, où j'ai vu, il y avait des gens comme Mike, des gens aujourd'hui comme Javier qui jouaient. Des groupes qui étaient solides, qui étaient très sympathiques et cette fois-ci j'ai retrouvé encore plus une insouciance et une énergie extraordinaire, une énergie, une envie, une curiosité entre les gens et les étrangers qui venaient à cette époque-là, c'était des gens qui venaient découvrir, qui n'étaient pas forcément dans un esprit business, dans un esprit de découverte et profiter de la vie parce qu'ils sont toujours voilà. Donc en fait, c'était un peu comme ça, voilà. Parce que c'était pas facile. Bon, je pense que ça l'est encore moins aujourd'hui, mais c'était pas facile pour des étrangers dans la musique, jouer de nuit dans les bars en Non, parce Chine, qu'en fait, justement, à l'époque, j'étais pas du tout dans cet esprit-là. Je suis arrivé sortir et rencontrer des gens. Et en fait, c'est ce qui a fait un peu la différence quand je suis arrivé. Je me suis pas tout de suite mis dans la musique. Ouais. En fait, les gens savaient même pas que je chantais. J'aurais jamais dit, j'aurais même pas parlé de mon. Je pense que j'ai fait une interview en 2006 où j'ai parlé, enfin j'ai mis 2 pages dans Shanghai Daily où j'expliquais un peu ce que j'avais fait à l'époque. D'accord. Bon, ils étaient un petit peu étonnés quand j'expliquais ce que je faisais à l'époque, machin, voilà. Mais j'étais venu vraiment me fondre dans la masse, rencontrer les gens, voilà. Et c'est au détour où j'ai rencontré des potes qui s'appellent Dara et Cédric, qui avaient leur boîte à l'époque. Ils m'ont dit, écoute John,
viens faire le MC, chanter avec nous, on va faire une white party. D'accord. Pour Pernod Ricard, ils fêtaient je sais pas quelle année, et à l'époque c'était une fois, j'étais en 2006, comme ça. D'accord. Et c'était l'une des plus belles années du Bar Rouge en fait, en termes de revenus. 2005 c'était la plus grosse année. Mais en fait, je pense que les gros budgets sont tombés en 2006. Oui, comme ils avaient fait une belle année en 2005, le budget est tombé en 2006. Voilà, et j'arrive en 2006. et on fait la Wild Party, qui était une soirée, voilà, en fait, une soirée absolument incroyable. Et là, quand tu as commencé à travailler un peu comme ça, tu étais embauché au gig, quoi, en fait, à la soirée. Ouais, au gig. Et cette soirée a été une soirée absolument incroyable. Et c'est comme ça que j'ai rencontré l'équipe du Bar Rouge. D'accord. T'as Sébastien en particulier, Sébastien Bonnefoy aujourd'hui, tu vois, ils sont Urban Cocktail et puis Revolution machin. Ouais. Voilà. Donc il m'attrape en fin de soirée, il me dit est-ce que tu voudrais bien bosser pour nous? Voilà, après je rencontre Mathieu, et en fait toute l'équipe du Bar Rouge. Et là il me propose un contrat de 1 an pour bosser avec eux. Au Bar Rouge, en fait, et comme MC, et en même temps le truc était vraiment de me mettre dans l'équipe de management. D'accord. Ok. Donc voilà l'opportunité qui. C'est là comme ça que tu as vraiment démarré à commencer à travailler à Shanghai. Voilà. À aucun moment tu t'es dit tiens, je vais repartir. Comme tu disais aux Philippines, bon alors c'est quoi la prochaine destination? Non, pour toi Shanghai rapidement tu t'es dit on va creuser un peu. Ce qui s'est passé c'est que à Shanghai j'ai trouvé une énergie absolument extraordinaire. Je voyais beaucoup de gens. À Hong Kong je voyais des gens qui venaient un petit peu international, mais qui arrivaient et qui restaient un petit peu sur leur position. Ils s'amusaient, voilà, mais ils étaient un peu profiter un peu ce qui se passe. Ouais, on est un peu dans leur corps, on fait la fête, là, on boit des coups, machin, on fait ça, on devient fou. Mais à Shanghai, il y avait une espèce de fusion entre les genres. Et je voyais vraiment, tu pouvais vraiment rencontrer, c'était l'époque où tu pouvais rencontrer un mec qui te dit de nuit, en fait, comme on dit souvent, tout ce qui se dit la nuit ne voit pas le jour. Et Shanghai, c'était l'un des rares endroits où j'ai vu des gens se faire embaucher de nuit et récupérer le contrat le jour. C'est ça, comment? C'est quoi ça? C'est vrai. Il y a eu cette époque-là, moi je connais des gens qui se sont fait embaucher en trinquant au champagne au Bar Rouge et se faire embaucher et avoir des vrais postes le lendemain. T'as raison. Et justement, je venais, j'ai dit ok d'accord, je viens faire un gig, je m'amuse. Je sais pas, les gars me payent, je dépense plus après en soirée. Tu vois, c'est cette espèce oui d'accord, oui, je suis content, mais je viens faire la fête, donc c'est comme ça. Énergie un peu folle. Et cette énergie un peu folle. Et le soir même, puis là, je sais pas, une espèce de négociation de business incroyable, où tu dis, ouais, tu veux travailler avec nous, ouais, combien tu veux? Je sais pas. Bon, on se donne ça. Ok, pourquoi pas? Attends, je te donne ça. Quoi? Bah, attends, t'es dur en affaires. Moi, je donne ça, mais c'est beaucoup. Moi, je fais, ok. Ce genre de négociation absolument irréelle. Et après, tu signes les contrats. Donc, cette énergie-là, cumulée avec une effervescence, c'est vrai. une grande curiosité des Chinois, et voilà, en fait c'est une espèce de bulle. Je pense qu'il y a une espèce de bulle. Toi de MC, après comme tu dis, tu as commencé à vraiment travailler dans la musique, et là je rebondis là-dessus parce que les Chinois, j'ai l'impression de ma petite expérience, on va dire que les Chinois ils adorent les performances live, tu vois, les gens qui vont venir jouer, qui vont venir chanter, et on a vu des clubs ici qui ont fait fortune aussi autour de la performance live, tu vois. Et toi, à quel moment tu as commencé à travailler là-dessus? On te connaît, on disait tout à l'heure, l'un de tes nicknames, tes noms, c'est John Jam Session. Ouais. Quand est-ce que tu as commencé? C'est ton produit, ça, c'est quelque chose. En fait, ce qui se passe, c'est qu'en 2006, je suis encore au Bar Rouge. Ouais. Et on est vraiment, je pense que voilà, on est vraiment dans le. Tout est possible. Et je veux dire, à cette époque-là, le Bar Rouge était quand même l'un des bars les plus en vue. C'est clairement, et puis des contrats, des soirées, des fonctions tout le temps avec des grosses compagnies. Non, ça n'arrêtait pas. On avait vraiment la belle vie. Et moi, je pense que j'ai amené ce côté-là un peu. C'est quoi ça? C'est un boulot, ça, MZ? Ouais, voilà. Et puis je commence à faire des tournées ou des apparitions un peu dans d'autres endroits, puis dans d'autres villes en Chine.
Mais je leur dis, vous savez quand même, et j'ai chanté aussi un petit peu avec des artistes. Enfin, je présentais aussi les DJ super connus. Ah, d'accord. Voilà, donc et à un moment donné, c'était vraiment un truc familial. Le MC de Shanghai, vous savez, le gars là, le black, un petit peu un accent français, il dit put your hand in the hair, et les gens mettent leurs mains dans les cheveux. Je sais pourquoi. Bon, c'est assez marrant. Oui, à ce moment-là, la musique me manque. Et je leur dis, je voulais trouver un endroit, donc je commence à rechercher un peu dans la ville des endroits où il y a du live music, où on peut être un peu plus libre, parce que je voyais des groupes qui faisaient beaucoup de covers, et je tombe sur un endroit qui s'appelle le Logo. Ah oui. Ouais. Voilà, qui en fait était un ancien Tramway. Ouais. Et je tombe sur un manager là-bas, il s'appelait Taipei, qui était derrière le bar, Time Money, et il y a un manager, qui s'appelle Maxime, qui me dit, écoute John, est-ce que tu voudrais faire une soirée? Je fais ouais, mais moi je vais faire une soirée, mais si je fais une soirée, je vais faire une soirée au freestyle. Ouais. Et il me dit, bah écoute, ouais, quand tu veux. Je fais, bon, par contre le dimanche, je fais d'autres trucs. Ils m'ont dit, ouais, pourquoi pas, ils font, donc voilà, je dis au barreau, je vais faire ça. Ils me disent, ouais, fais ce que tu veux. Et je leur dis, par contre, moi j'ai une seule demande, c'est de mettre mon nom dedans. Bon, ça s'appelle John Jam Session featuring John. Ok. Bon, ça a commencé comme ça, et j'ai dit aux artistes, venez, on va faire de la musique, on va créer de la musique, et moi mon truc c'est, je suis très créatif, donc on va faire presque n'importe quel style. Bon, on a commencé, et voilà comment donc les gens venaient, alors maintenant je comprends un truc, c'est que grâce à ça je comprends pourquoi c'était le dimanche soir, c'est parce que historiquement en fait était déjà busy toute la semaine, donc il te restait que le dimanche soir. Donc c'est pour ça que tu as commencé à faire tes gigs le dimanche soir. Ça, je me suis toujours posé la question, pourquoi tu faisais ces soirées-là que le dimanche soir? Bon, après, il y a eu d'autres évolutions. Les musiciens venaient avec leurs instruments? En fait, à l'époque, les musiciens venaient avec leurs instruments, mais on avait le minimum d'instruments sur place. Donc en fait, on avait des batteries, on avait un piano. Oui, okay. Et très rapidement, justement, enfin, le dimanche, t'es fou. Le dimanche, ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. Ouais. Je dis justement, le dimanche, il y a plein de trucs à faire. Qu'est-ce que tu fais après l'église? Tu rentres à la maison. Venez. Donc en fait, on allait après le brunch. Ils sont des brunchs à Shanghai. Ouais. Fini 18h. Tu finis 18. Bon, on va pas rentrer maintenant. On va pas rentrer maintenant. Ah, mais trop tard. Donc voilà. Et ambiance très relax. Moi, je me rappelle de super à la NAR. On avait des bières à 20 kouaï. Ouais. Et d'un seul coup, bon, moi je suis là le samedi soir, ou bien jeudi soir, on a une soirée avec Riviera. Les mecs me disent, ok John, qu'est-ce que tu fais à part ça? Je vais venir le dimanche dans un petit bar underground. Ouais. Et je leur donne l'adresse du Logo, et les mecs ils appellent et ils réservent des tables. Qu'est-ce qui se passe? On arrive, et donc après tu as des gens du Bar Rouge et d'autres endroits à l'époque, Attica. Ouais. Donc, vous voyez, il m'a fait 2-3 shows à Attica. Mais et les mecs veulent réserver des tables. Donc du coup, tu as les waiters qui courent acheter des bouteilles de champagne dans les Family Mart autour. Et c'est une soirée absolument improbable. Et on a eu plein de gens qui sont passés et ils n'ont pas compris. Mais c'est quoi cette soirée? Parce qu'en fait, tous les gens du métier, en gros, tous les gens du métier du F&B sont plutôt libres le dimanche soir. C'est un peu leur vendredi soir ou leur samedi soir pour eux. Donc du coup, ils se disent, bon bah tiens, il y a une soirée tranquille pour une fois, c'est pas nous qui bossons, mais John il continue à bosser, donc on va aller le voir. Ambiance plutôt relax. Et moi, je me rappelle le concept en fait où tiens, on a besoin de quelqu'un qui joue de la guitare. Et puis là, tu as quelqu'un dans la salle qui lève la main et fait, ah bah moi je peux jouer. Ah bon bah viens prendre la guitare et viens jouer. Enfin, c'était ça les jam sessions. Et en fait, les mecs m'ont dit, mais c'est complètement fou ça. Donc en fait, ça a commencé comme ça. Et en fait, des gens, voilà, et après, c'est vrai qu'il y a plein de gens après qui ont fait leur vie, mais c'est pas pro, mais ils se rappellent qu'ils ont eu de la guitare ce soir-là. Ouais. Et en fait, j'ai continué les jam sessions et j'ai même des enfants de la jam session. J'ai eu des gens qui se sont rencontrés à la jam session, qui ont eu 2-3 gamins qui sont mariés. C'est marrant, ils font la jam session. J'ai vu des gamins revenir. Ouais, pour revenir. Ouais, c'est marrant. Et alors, ça, c'était je pense que c'est toujours ton produit phare, parce que maintenant tu le fais à chèque, c'est ça? Ouais. Et donc c'est quelque chose que tu as toujours gardé. On en est à la 3e version, hein, si je me trompe pas. 3e évolution. Voilà. Mais en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai continué à faire le projet. Le projet, je pense qu'il y a aussi une évolution assez notable. Lorsque en 2010, le consulat
m'a demandé de joindre les forces pour la fête de la musique. Et donc on bossait à l'époque justement avec Antoine de Auditoire, et on a fait cette fameuse after party, une espèce de bunker 1933. Une soirée absolument incroyable. Où il y avait 50 artistes de la musique de la musique chinoise, africaine, rap, il y avait tout. Mais moi j'ai halluciné, c'est un truc de malade. On avait quasiment tout. Et les mecs, une musique chinoise, des minorités. Et ça a été facile d'organiser ça? Non, c'était super dur. Justement, c'était vraiment une orchestration absolument incroyable. Incroyable. À l'époque, je me rappelle, l'un des fondateurs de Radio Nova était là. T'as M aussi, Mathieu Chédid. D'ailleurs, on a passé après le lundi, on a passé toute la soirée ensemble. On avait fini jusqu'à 9h du matin à jammer dans un appart sur Sinjalou. Génial. Ouais, on a bien rigolé. Je dis allez, vas-y, viens Mathieu, on est parti. Il me fait déjà, je te suis. C'est parti. Mathieu, calme-toi. On a bien rigolé. Et ouais, c'était une soirée absolument incroyable. Et l'énergie de Antoine et de l'auditoire, voilà, c'était magnifique. Et toi, donc du coup, donc tu as continué à développer ces soirées-là, tu as eu des gros moments comme les fêtes de la musique, donc là encore cette année, tu as encore beaucoup travaillé dessus, hein, il me semble. Moi, on a fait au Bar Rouge, c'était vraiment beau. Voilà, et donc au milieu, tu as toujours les jam sessions, mais depuis, alors il y a plein de choses qui s'est passé dans le monde de la nuit, toi aussi, on en parlait. Tu as eu un bar à un moment sur le Karma qui est toujours là. Le Karma est toujours là, toujours ouvert. C'était un concept que je voulais développer. Je me suis dit vaut mieux un petit endroit dans un endroit assez cher plutôt que dans un endroit plus grand où je me dis le loyer sera plus. Non, tu ne pourras pas gérer ça. Je dis non, ça sert à rien. Et puis je voulais vraiment garder l'esprit. Je pense que le mouvement. Le mouvement qui était intelligent finalement à l'époque par rapport au Karma, c'était garder une seule nuit où je faisais de la jam et le reste cocktail, lounge bar, bar normal en fait. Bar normal. Mais c'est vrai qu'on avait vraiment une playlist et au niveau de la musique, j'ai vraiment fait un très très gros effort. Parce que donc le Karma est sur Dongulu, il est juste en face aujourd'hui de Shanghai Brewery, du Baron. Voilà, il était en face de Social Season qui ont déménagé. Aussi. À l'époque aussi, avait. Et moi, je me rappelle en effet d'être passé sur des soirées jam session où en fait il y avait plus de musiciens qu'il y avait tellement de monde dans ce truc-là, parce que c'est petit. Et en fait, tout était ouvert. On envahissait la rue, quoi. Les gens étaient dans la rue. Et c'était incroyable. Vous avez jamais eu de problème? Je pense que la grande chance qu'on a eue, en fait. C'est avec le Laoban, les gens n'y croyaient pas trop parce que c'était un petit endroit et cher en loyer. Donc il y a beaucoup de gens qui sont passés avant nous et ils se sont dit mais qu'est-ce qu'on va faire là? Qu'est-ce qu'on va faire? Et le propriétaire, il n'avait pas trop confiance en nous. Surtout quand il m'a vu arriver, il s'est dit mais c'est qui? C'est qui? Il me dit c'est le partenaire. C'est le garde du corps. Bon, j'arrive. C'était marrant, c'était comme ça. Le mec il m'a pas fait confiance du tout. Au bout de les 3 premiers mois étaient très compliqués. Il a fallu vraiment que je maintienne l'équipe. Je pense que ma nature positive a beaucoup aidé. Et j'aurais surtout dit, écoutez, une vision. Je leur ai dit, voilà, on va être simple. Et ils m'ont dit, par contre, John, il va falloir que tu te mettes un petit peu, que tu utilises un peu ton image pour soutenir le bar. Parce que je voulais vraiment pas que ce soit que John, mais plus Karma. Bon, ça a aidé. Donc, j'ai poussé un peu plus. Mais j'ai fait que du bouche à oreille. Et en fait, le bouche à oreille, je n'ai même pas vraiment demandé d'aide aux médias. Et ça a été du bouche à oreille, et ça a été vraiment un truc qui est parti naturellement dans la ville. Et même les concepts comme la basket de fruits, enfin le panier de fruits, où les gens viennent, choisissent leurs fruits et font leur truc. Un truc qui n'est pas nouveau, mais en fait que personne n'a vraiment mis en avant. Ça, c'est un truc qui a vraiment plu aux gens. Parce que tu venais et il y avait toujours un jeu. Surtout avec les femmes qui aimaient vraiment beaucoup, on faisait leur cocktail, machin. Et une belle interaction, une belle interactivité avec les gens. Et puis une playlist musicale assez pointue.
et peut-être des idées au niveau de... Toi, tu étais impliqué dans le management ou tu étais vraiment impliqué sur la direction artistique, on va dire En fait, ce qui s'est passé, c'est que premièrement, 50% de l'investissement, vraiment. Ah oui, voilà, vraiment. Voilà, c'est pour ça. Et c'est pour ça qu'en fait, c'est ce qui change beaucoup en Chine. En fait. C'était chez toi, quoi. Voilà, quand même. C'est ça qui a fait la différence, Ouais, en fait, ouais. et qui m'a permis de pouvoir ajouter des choses. Parce que quand tu mets l'argent, c'est celui qui met l'argent qui parle. Ouais, c'est sûr. Qui parle. Ça a duré combien de temps? Moi, 2 ans pour moi. Okay. Mais à un moment donné, la mutation, enfin l'évolution était justement d'ouvrir d'autres endroits. Mais on n'avait pas la même façon de voir les choses avec mes partenaires, qui avaient des expériences aussi dans le food and beverage, mais plus en termes de bartender ou bien ma partenaire principale en tant que floor manager. D'accord, ok. Donc, et puis peut-être pas le ménage aussi. Moi, j'avais peut-être 10 ans plus qu'eux. Ouais. Et je leur ai dit, écoutez, moi, voilà, au bout de 2 ans, bon, qu'est-ce qu'on fait? C'est quoi le next step? Ouais, bien sûr. Ouais, tu vois. Mais ce qui est excellent, c'est que, tu vois, depuis des années, donc on s'est croisés. C'est la première fois que je te vois avant 18h. Il fait jour là, à l'instant, et tu es là. Du coup, toi, tu as travaillé toutes ces années dans la nuit. Et justement, tu me disais qu'à un moment, tu t'es dit, bon, il faut peut-être passer à autre chose. Il y a 4 ans, il y a environ 4 ans et demi, donc en fait, des partenaires potentiels se présentent. Ils parlent avec mes partenaires, et puis après, rapidement, ils vont me parler avec John. Okay. Voilà, donc en fait, ce qui se passe, c'est que j'ai toujours mis cette image de fait, mais j'ai aussi mon côté entrepreneur très ancré en moi. Et je me suis dit, ok, est-ce que j'ai envie de devenir un manager de bar? Ouais. Parce qu'en fait, là, on allait passer de 1 à 3. Okay. Et même un peu excentré, dans lequel on fera aussi peut-être restauration, des choses comme ça. Voilà, et puis un autre qu'on va mettre peut-être un autre un peu plus endroit. Le concept va un petit peu changer, le modifier un petit peu, mais ce sera toujours Karma. Mais je me suis rendu compte que là, du coup, j'allais devoir choisir mes nouveaux patrons. Okay. Parce que de nouveaux investisseurs, ça me dérangeait pas fondamentalement, mais c'était pas ce que je voulais faire. J'avais une autre envie, et cette envie, c'était aussi de me dire, ça faisait pas mal de temps que j'étais en Chine, et que se passe-t-il dans le reste du monde? Okay. Au même moment, j'ai cette compagnie dans laquelle j'ai un pote qui est general manager, qui me propose de faire une association pour faire les speakers, les Bluetooth speakers. D'accord. Les fameux Astro, John Jam Session, John Shanghai. Et je leur dis, oui, pourquoi pas, et ça m'intéresse parce que les gens me disent, mais John, c'est difficile, ton speaker, il sera pas facile de le vendre. Et d'un seul coup, je commence à communiquer un peu plus avec aussi l'extérieur. Aux gens qui me disent, voilà, et finalement. Tu veux dire en dehors de Chine, tu veux dire? En dehors de Chine, ouais. Et commencer à avoir des contacts et puis une ouverture. Enfin, moi, je suis souvent sur Internet et je suis toujours intéressé par le monde de l'entrepreneuriat, tout ce qui est start-up aussi. J'en parle pas beaucoup. Je pense un peu geek des fois. Ouais. Non, mais c'est vrai, c'est pas quelque chose qu'on connaît de toi. Et du coup, justement, le développement, alors les speakers et puis on va parler ensuite de ce que tu as lancé récemment. Mais du coup, ouais, ça montre que tu voulais faire autre chose en fait. Et comment tu t'es retrouvé à travailler sur les speakers? Donc toi, tu étais. En fait, c'était une coopération où ils m'ont dit, écoute John, on cherche une start-up sur Shanghai avec qui on peut coopérer. On travaille déjà avec une autre compagnie sur Hong Kong et on voudrait vous donner le design mondial officiel. Donc en fait, eux, ils font un Kickstarter sur lequel ils espéraient obtenir $20 000 et ils finissent avec plus de 100 000. Donc ça leur donne quand même de l'espoir. Ils ont déjà leur usine à Guangzhou. Donc pour eux, c'est quelque chose. Donc ça s'est plutôt bien passé. Bon, je dirais que ils ont les qualités ils ont les défauts de leur qualité. Ce sont des usines. Ouais. Et d'un seul coup, ils ont des produits sur lesquels ils doivent travailler un peu plus et ils ont un petit peu de mal. Si ça prend pas tout de suite, ils ne font pas le follow-up. Même si on vend tout le stock, non, mais c'est pas assez. Ouais. Donc, alors qu'une start-up aurait senti un truc, aurait poussé un peu plus. Donc, on est toujours très potes. Mais il s'est passé. Donc, je pense que ils ont manqué le côté un peu plus start-up. Mais bon, c'est une structure, c'était un peu long. Mais au même moment, je suis
sensibilisé parce que je voulais lancer ma marque de vêtements. Ouais. Et je suis sensibilisé à travers les voyages parce que je voyage beaucoup à ce moment-là. Ouais, c'est ce que tu disais, tu as fait un petit peu un break pendant un moment. Pendant 2 ans. Pendant 2 ans. Tu as énormément voyagé. Tu as été un peu partout dans le monde, beaucoup en Asie du Sud-Est, tu disais. Ouais, mais bon, beaucoup en Europe et aussi aux États-Unis, Miami, un peu le LA, voir, se concentrer là-dessus pour voir ce qui se passait. Et aussi, c'était très important pour moi de voir un peu ce qui se passait, me faire plaisir. J'ai enregistré ma musique à Shanghai avec des musiciens, donc tout en live, mixé à New York. Et je voulais faire un clip, une chanson qui s'appelle American Dream. Bon, c'est un petit peu, c'est ironique, hein, les gens qui me disent, mais qu'est-ce qui t'arrive, tu crois au rêve américain? Je fais, c'est l'ironie, les copains. Les Américains, ils croient plus. Mais j'aime bien, en fait, dans le monde dans lequel on vit, regardez les façons dont les startups sont faites, enfin, vous voyez un petit peu la Silicon Valley, tout ce qui se passe, les technologies, comment ça se passe, l'évolution, l'intelligence artificielle, les algorithmes. Enfin, ça, c'est ce qui m'intéresse aussi. Et tout ça peut se rejoindre, et puis la Chine. Mais du coup, j'apprends un autre truc là, c'est que en parallèle de tout ça, toi, tu as toujours continué à écrire en fait, avec de la musique. J'ai toujours écrit de la musique, mais le monde de la musique est très très compliqué. Donc, ce qui m'intéressait, moi, ce sont les concepts. Donc en fait, alors à un moment donné, il a fallu que je mette la musique un peu de côté et que je mette un peu plus en avant le côté, on fait cette marque de speaker, on explique un peu, on fait un buzz un peu sur YouTube, voilà. On est rentré sur Amazon Amérique. Alors après une petite fight, une grosse fight avec une compagnie qui avait le nom aussi, donc on a dû retirer le produit. Mais c'était pour moi, c'était quand même ça fait partie de l'apprentissage. Exactement. Parce que je veux dire, et en plus on a vendu des speakers, on a vendu des speakers, alors que 2-3 personnes, quelques personnes à Shanghai me disent, tu t'en vendras même pas, t'en vendras même pas 15 sur Shanghai. Et du coup, je commence à avoir des feedbacks de gens partout dans le monde qui sont intéressés. Une compagnie qui attaque le produit aux États-Unis. Ça veut dire qu'on n'est pas si petit que ça, et c'était pas mince. Et du coup, quand tu t'es développé en fait, ce qui a marché en fait dans ton développement, c'est parce que tu as très rapidement mis ton nom en avant. Et finalement, ce que tu disais avec les John Jam Sessions, c'est qu'en fait très rapidement tu as associé ton nom à tout ça, donc d'un coup tu as pu brander la marque. Aujourd'hui, donc pour les speakers, aujourd'hui avec la marque de vêtements, même si tu as changé de nom, on sait que c'est lié à toi aussi. Oui, c'est important pour moi parce qu'en fait, en plus j'ai changé de style de vie et mon style, je fais toujours la fête, tout ça, mais je pense que ce qui a un peu choqué les gens, c'est que la perte de poids que j'ai eue et d'un seul coup ils m'ont vu aux États-Unis faire mon clip. Oui, tu as tourné ton clip à Miami, c'est ça? Oui, j'ai eu mon clip à Miami, un clip assez fou. Assez fou, les bateaux. Et c'était marrant parce que je me dis, ok, oui, j'aurais pu acheter un appart, je vais investir et puis me faire plaisir, écrire une chanson, écrire un album et voyager. Et la vitalité. Donc en fait, beaucoup de gens ne m'avaient pas vu depuis 4 ans. Donc je les vois, ils m'ont dit 4 ans après, ils m'ont dit, t'as rajeuni. Les 4 ans, c'est pas vu, on a 4 ans, t'as pas plus 5 ans, ça me fait plaisir. 20 kilos et 5 ans, t'as perdu. Ouais, voilà. Incroyable. Mais une énergie incroyable et une approche, en fait, une approche psychologique par rapport aussi dans le monde dans lequel je vis, l'espace, et aussi où va la Chine, où je me concentre sur le bien-être et le bien-être intérieur, et aussi qui va se répercuter sur l'extérieur. Alors justement, dans ton voyage, en fait, tu as commencé à prendre conscience en fait de ces différentes choses, d'avoir un meilleur équilibre de vie, et pas forcément en travaillant énormément sur une diète, une nutrition spéciale, mais tu as été beaucoup plus conscient, j'imagine, de tout ça. Et ça s'est transformé aussi avec les vêtements. Donc tu m'expliquais tout à l'heure que ta ligne de vêtements, elle utilise des matières organiques, on est sur des colorants naturels, quelque chose que je connaissais, pas en fait d'obtenir un noir comme ça qui tienne au lavage, alors qu'en fait ça vient de
flirt, c'est ça, enfin Oui, des plantes. en fait, c'est justement pas nouveau du tout. Ça a des siècles. À l'époque, on n'avait pas les teintures naturelles. Alors, donc on a toujours utilisé les teintures naturelles et ça fonctionne. Et en Asie et en Afrique, bon, je fais l'Asie-Afrique. C'est parce que c'est de très très vieille culture. Ouais. On n'en parle pas assez souvent, ouais. mais qui utilisait beaucoup ce système de teinture. Comment tu t'es lancé dans le fashion, en fait, dans créer ta ligne de vêtements? J'ai toujours aimé les vêtements. J'ai toujours aimé les vêtements. J'ai toujours aimé le côté fashion. Et j'utilisais beaucoup en 2006 le blanc et noir. Okay. Je m'habillais toujours en blanc et en noir, mais surtout en noir. Et même mes flyers. Ouais, c'est vrai. Voilà. Ouais. Donc en fait, je suis revenu à ça. Et les gens me disent, mais John, tu es habillé en noir. Je dis, ouais, mais vous me connaissez, je suis quelqu'un de content. Je suis évidemment, vous savez, le noir, c'est pas forcément le deuil, surtout en Asie. Vous voyez, au Japon, là, non, c'est clair. Blanc. Donc je leur dis, écoutez, oui, moi je suis content. Donc le in black and happy est venu de là. Et pas du fait d'autres choses, des origines de couleurs et tout. J'aurais dit, non, le in black, je suis toujours habillé en noir. Mais on est content parce que c'est le sens dans lequel les choses vont. C'est marrant, je connaissais pas. Moi, je pensais que c'était plus lié justement aux origines etc. Mais c'est d'un double sens. Hein, voilà, d'un double sens. Mais clairement, c'est lié au fait qu'on peut s'habiller en noir. Il y a beaucoup de gens qui s'habillent en noir. Et puis le côté noir, bon, des fois le côté un peu officiel, et un peu tout. Tu vois, le prêtre ou bien le patron qui nous noir vêtu, ça fait ressortir ta personnalité quelque part aussi. Un côté un petit peu neutre, mais aussi un peu classe et un peu qui peut se porter n'importe où et n'importe quand. Donc j'ai bien aimé ça. Mais le lien, donc en fait partout où j'allais, donc quand tu voyages un petit peu partout, tu te rends compte, même si c'est très fashion, maintenant, le bien-être, le yoga, toutes ces marques-là, je veux dire, c'était pas si évident que ça 5 ans plus tôt. Non, c'est très récent. Donc je me suis dit, oui, quand tu veux, même si c'est un marché, même si c'est une niche, il faut essayer d'avoir un lien. Et je me suis dit, mais en Asie, ça va venir. Je l'ai vu à travers les restaurants, tout le monde le bien manger, on fait attention à soi. Maintenant, on fait du sport. Bon, c'est vrai que le gouvernement pousse beaucoup. Ils mettent des millions de dollars sur la table pour tout ce qui est gym et puis bien-être. Oui, bon, donc ils vont tout faire rapidement. Et je sais que ça va être fait rapidement. Alors, moi, ce qui m'intéressait, c'est quel est le lien. Donc en fait, je veux dire, je vais aller même aller encore plus loin en me disant que le bien s'habiller, mais en même temps, le fait de préserver l'environnement. Parce que vraiment, quand tu vas dans le sud de la Chine et que tu peux prévoir la couleur tendance de la prochaine saison en voyant les couleurs des rivières, tu te dis, on arrive quand même. C'est un peu l'extrême. C'est un peu extrême. Mais c'est la vérité, donc il y a quelque chose à faire. Et puis quand tu rentres dans ce milieu-là, tu te dis, oh, mais t'es pas le seul. Il y a beaucoup de gens qui le font. Ça a été facile pour toi parce que donc tu expliquais quand tu utilises des fibres en bambou, c'est ça, avec des bambous. Il y a plein hemp. Enfin, il y a vraiment plein de. En fait, on est vraiment sur une technique où on fait du mix de fabrique, de matériaux. De matériaux. Donc c'est encore, ça se fait, mais on est encore dans les. Ça a été difficile de trouver les fournisseurs pour faire ça. Il a fallu, j'ai trouvé des, je me suis associé avec des gens. D'accord. Et après, bien sûr, on s'est séparés. Et quelque part. J'ai dû aller par moi-même aussi. Ça m'a obligé d'aller sur place, rencontrer des gens que je connaissais pas bien. On a parlé, ils m'emmènent. Je me retrouve dans des jungles, on raconte pas. Il y a un chien qui est là. Il y a une forêt de bambou et il y a un chien il y a un œil crevé qui dort. Il me dit attention, c'est le chien de garde. Il nous regarde et après il se rendort. Bon, Dieu merci, on est en sécurité. Et aujourd'hui, tu as combien de SKU différents? Alors, tu as les pantalons. On fait vraiment très simple. Et je suis vraiment très simple. Pantalon, t-shirt et leggings. Okay. Et vraiment concentré sur ça. On est toujours en construction.
Okay. On est toujours en construction. Il a fallu aussi, c'est difficile de rencontrer des gens, enfin, c'est des minorités, donc il a fallu coopérer avec des usines un peu. Bon, je vais pas te dire tout de suite les pays où c'est, parce que c'est un peu. Ouais, hein, bien sûr. Mais coopérer avec eux qui étaient capables de travailler avec vos quantités. Avec des petites quantités. D'accord. Comment vous vendez aujourd'hui alors? En fait, vraiment aujourd'hui, c'est vraiment encore du sample. Il a fallu, il y a eu beaucoup de changements qui sont passés au niveau de la loi, et il a fallu que moi aussi je fasse beaucoup de restructuration. Ouais. Et donc vous êtes encore un peu au début, au lancement de la marque. Voilà. Okay. T'es parti 2 ans. Tu reviens avec cette idée-là. Pourquoi tu t'es dit, je vais revenir en Chine le faire en fait? Je vais revenir t'aurais pu. On comprend vite que tu peux te faire des amis un peu partout dans le monde, tu en as déjà un peu partout dans le monde. Pourquoi finalement te dire, tiens, je vais revenir en Chine et je vais revenir m'installer à Shanghai, alors que tu as déjà passé plus de 10 ans ici. Tu aurais pu rester aux États-Unis, rentrer en Europe, partir en Afrique, je sais pas, l'Afrique aujourd'hui aussi est en plein boom. Pourquoi tu as décidé de revenir en Chine? En fait, ce qui se passe, c'est que revenir en Chine, il y a quelque chose de très. Je trouve qu'il y a une adresse et une énergie qui est encore là. La Chine change énormément. La nouvelle politique et approche américaine a beaucoup d'incidence sur le business du monde entier, d'un point de vue bancaire, structure, la façon dont les gens. Et je veux dire, il y a beaucoup d'interrogations. Beaucoup d'interrogations, et je sens beaucoup de stress et d'inquiétude par rapport à l'avenir. Donc, la Chine a le défaut de ses qualités. Ils sont de plus en plus paranoïaques, à juste le titre, quelque part, et d'un autre côté, de plus en plus agressifs. Mais ça reste un endroit dans lequel je pense qu'il y a encore des opportunités. Il y a beaucoup de changements, ils sont en train de jouer beaucoup de coudes, c'est moins qu'on puisse dire. Mais je pense que être basé ici, c'est encore un bon angle. Un bon angle. Parce qu'en fait, en Europe ou aux États-Unis, il y a une vieille culture, tu as des idées, tu peux avoir des idées, mais les gens vont dire c'est déjà fait. Ils vont les dénaturer ou les transformer directement et vouloir te mettre dans une espèce d'étiquette. Alors qu'ici, tu as une idée, tu peux encore te lancer, tu peux essayer, ça marche pas, on s'en fiche, on verra bien, quoi. Oui, exactement. Et en même temps, c'est pas, je suis pas dans le rêve, dans le fameux rêve chinois où je vais obtenir l'aval d'une population qui est rivée sur leur téléphone et aussi qui est concernée par faire des choses qui sont super intéressantes, mais à un moment donné, tu leur demandes de retourner dans l'éducation ou avoir un boulot d'office parce qu'il y a un bon job, ils vont aller en 5 secondes. C'est sûr. Donc, d'un seul coup, si tu veux vraiment avoir une approche de la réalité, tu vois, par rapport au rêve et la réalité, viens en Chine. Tu vas t'associer avec des gens, mais en 2 secondes, ils vont changer d'industrie. Parce qu'ils voient quelque chose qui se passe. Ce qui se passe. Donc du coup, les réactivités, tu apprends ça ici. Prendre la forme du vase qui contient. Je veux dire. Comment tu continues à te former ou à te tenir au courant? Tu es passé, même si tu as toujours été très entrepreneur, on le sent bien, en plus dans ta famille, etc. Tu es passé du monde de la nuit, de la musique, de l'entertainment à des choses beaucoup plus complexes. Aujourd'hui, tu es sur du développement de vêtements, ce qui est aussi très compliqué, travailler avec des usines et autres. Comment tu continues à te former et à t'améliorer ou à apprendre de la Chine? En fait, je pense que c'est intéressant. Je pense que l'apprentissage de la Chine aujourd'hui est en train d'adopter ce qu'ils ont appris de consulting. Ils apprennent. Ils adaptent, ils ont beaucoup de cash, ils ont une capacité d'adaptation assez rapide, mais au final ils font toujours leur façon. Donc, et je pense que personne ne sait vraiment ce qui va se passer, mais surtout mais ils ont une espèce de confiance
une espèce de donner une confiance, et puis cette image de la Chine, ils veulent rapidement, et je pense que d'un point de vue financier, voilà, est-ce que le yuan va dépasser le dollar, machin, machin. Mais bon, enfin, cette approche-là, réellement, c'est une approche internationale. Donc en fait, tout ce qui se passe ici, c'est juste ce qui s'est passé ailleurs, et ils veulent le twister, le changer, et le mettre à la sauce chinoise. Donc moi, en gardant une vision sur ce qui s'est passé, sur Internet, les histoires des autres entreprises, des startups, comment les choses se sont passées. Tu essayes d'apprendre des autres, en fait, de l'histoire des autres. Et je pense que c'est important parce que ça va se répéter de toutes les façons. Donc comment adapter ma petite start-up, ou comment voir comment je peux m'adapter à un certain marché, et finalement ne pas être forcément concentré que sur la Chine. Parce qu'en fait il y a d'autres sociétés qui sont à Amsterdam et concentrées sur d'autres marchés. Bien sûr. Mais le fait d'être ici, tu peux vraiment ressentir aussi les différentes tendances, les différentes recherches. Parce qu'en fait, c'est que des groupes, les gens sont là en Chine, mais bon, ils sont séparés, et les groupes ne se mélangent pas. Toi, avec tout ce que tu as fait, on le voit, tu vois, quand même, l'environnement est quand même difficile en Chine, tu vois, tu as eu des moments où ça s'est très bien passé. On sent aussi que tu as fait des partenariats avec des partenariats parfois qui ont été un peu plus difficiles. Il n'y a aucun moment où tu t'es dit bon allez c'est bon, j'arrête la Chine, je vais voir ailleurs. Il n'y a pas eu une période à un moment où tu t'es dit oui, mais en fait la période, c'est justement la période où j'ai pris du recul. Je veux dire j'ai essayé de tenir compte de ce qui s'est passé avec d'autres personnes. D'autres personnes ont quitté. Ils ont quitté parce qu'ils ont déchanté, et on peut comprendre. Mais qui ont regretté aussi d'une autre manière les choses. Donc je me suis dit, comment je peux adapter ça à ma propre situation. Je vais donc rester ici, garder une adresse ici, et voyager. Et faire un break. Et faire un break. Mais pas quitter. Et ça m'a apporté énormément. Parce que, enfin, aller dans un autre pays, je sais pas, te retrouver sur une petite île près de l'Australie et rencontrer un entrepreneur qui travaille avec le Canada, ça t'apprend énormément. Et ça c'est quelque chose qui est absolument... on manque de temps. Il faut prendre le temps. Mais pourquoi oui, ça coûte de l'argent. Mais à un moment donné, quelle meilleure formation je pouvais avoir? C'est sûr. En me disant sur place, ok, voilà, je vais voir ces travailleurs sur place qui me montrent, qui me laissent filmer. Je me dis, mais on fait comment? Il y a 50 Cent qui fait des vidéos là, c'est bon. Ils me montrent comment on fait cette coloration, ils me montrent les fleurs, ils me montrent les plantes, ils me disent, ah oui, bon, à l'époque, voilà, et puis il y avait des Lululemon qui sont arrivés, machin, ils travaillaient avec les Américains, et j'ai des histoires, concrètement, et puis, ah oui, puis t'as ce surfeur qui a fait cette marque aux États-Unis, nana, puis après j'ai sur Internet, et ça se recoupe. Donc en fait, ce sont des vies, des histoires de vie, et qui me ramènent après avec des instruments, qui sont des instruments qui sont un peu plus économiques, voilà, mathématiques, mais pour comprendre comment les choses se sont passées. Et parfois, c'est ce qui manque, c'est ce qui manque à certains entrepreneurs. Tu ne peux pas tout faire de derrière ton ordinateur. Ah non, c'est sûr. Mais si tu veux, tu vois, les interviews de backstage sur podcast, c'est exactement ça, c'est d'écouter toutes ces histoires. Tu vois, nous, on n'aurait jamais pu prendre le temps où tu me racontes ton histoire qui est quand même assez incroyable et en tout cas très différent de tous les gens que je peux connaître ici à Shanghai. Et c'est ça qui est génial. Alors, si même moi, tu vois, c'est déjà difficile d'arriver à comprendre tout ce que tu as fait. Tu vois, tu as fait tellement de choses différentes. Du coup, l'une des questions que je pose toujours, c'est qu'est-ce que tes parents y croient que tu fais en Chine? Est-ce qu'ils comprennent ce que tu fais? En fait, je veux dire, moi, ma famille, de toutes les façons, depuis toujours, ils m'ont toujours vu le pied entre deux barques, mais avoir un très bel équilibre. Et au final, ils vont te juger s'ils te connaissent, à comment tu te ressens. Comment tu ressens. Et quand ils te voient, et quand ils ressentent ce calme, cet apaisement, en disant tout va bien aller, comment ça se passe pour vous, et tu leur poses la question, ils vont te dire, nous on a fait 2-3 trucs, et toi tu en as fait 30,
Mais tu t'intéresses toujours aux 2-3 trucs qu'ils ont fait. Et ouais, moi j'ai fait 2-3 trucs, une trentaine de trucs, mais bon, on s'est bien amusé, c'est bien, c'est la fête. Voilà. Et je pense que ça les rassure. Et donc du coup, tu penses qu'ils mesurent en fait, ils mesurent ça en fonction de si tu vas bien, si tu as l'air heureux, si tu as l'air en bonne santé ou quoi que ce soit, et finalement tout le reste, ça n'a pas vraiment d'importance? Ou ça a peu d'importance, tu penses? Je pense que le plus important, c'est quand on prend de l'âge et quand on avance en âge, c'est comment les gens tu les ressens, comment tu les ressens. On a le Instagram, on a le Facebook, on met des photos de vacances toutes les 5 secondes, en montrant qu'on a une vie magnifique. Et puis quand tu vois les gens, ils ont du mal à te faire un hug et te dire qu'ils t'aiment. Et après tu te rends compte, même ce multimillionnaire, quand tu demandes quand il est sur son lit de mort, ce qu'il regrette, il va te dire souvent, j'aurais bien voulu faire ça. J'aurais bien voulu dire aux gens que j'aimais, que j'aimais. Et je rêvais de faire du surf. Tu dis, mais attends, tu peux acheter le monde entier et tu n'as juste pas fait ce que tu voulais faire. Et là, je me suis dit, peut-être se poser cette question-là auparavant, un peu plus tôt. Et c'est pour ça que partout où tu vas dans le monde, il y a une espèce de crise identitaire. Et moi, j'ai toujours été un peu entre différents continents. Bon, d'origine africaine, la France, et puis quand tu vois un peu ce qui se passe, et les gens, les ressentiments, quand on parle de l'histoire, je me dis, mais oui, bon, pourquoi pas remonter aussi loin de l'histoire jusqu'à Lucie? On serait bien de frapper ça, et puis il y avait un seul continent, et voilà, et puis le rappeler, oui, voilà, mais je sais pas, peut-être les problèmes sont arrivés à un moment donné où il y avait différentes températures, et puis la tour de Babel, je sais pas, Mais du coup, tu fonctionnes avec une bucket list, avec genre ces trucs que tu aimerais faire, et tu dis, ça, il faut que je le fasse, quoi. Ou alors tu réfléchis pas tant que ça, tu dis j'ai envie de faire ça. En fait, la bucket list, les gens me disent je pose un peu la question autour de moi, qu'est-ce que tu aimerais faire? J'aimerais bien voyager. Je fais, alors qu'est-ce que tu attends? Ouais, je fais, t'attends 60 ans? Et je leur dis, et toi, qu'est-ce que tu as fait? J'ai voyagé, là, je suis allé dans une quinzaine de pays, il y a encore pas mal encore à voir. Et puis je continue, il fait, t'étais où? J'étais en Asie, là, dans 6 ans. Ah ouais, ça commence à... Donc en fait, je me donne des excuses. Est-ce que finalement, la réalité, on la crée en la rêvant? Ou bien la bucket list, en fait, c'est toujours se projeter à faire des choses et finalement, tu te rends compte que lorsque tu vis, est-ce que postpone toujours, demain je vais faire ça. Mais quelque part, qu'est-ce qui compte en fait? Voilà, donc en fait, je profite du présent. Tu arrives à profiter du présent? En fait, le profit du présent, c'est être avec toi, de parler de ces choses-là, d'aller boire un café, de rencontrer des amis. Ils me disent, mais John, comment tu fais toutes ces choses-là? Et je m'en rends même pas compte. Mais ils me disent, mais on se sent bien. Et on rigole, et j'ai toujours et je me dis, mais en fait, j'ai pas trop changé. Mais aujourd'hui, si tu veux, la mutation, c'est que j'ai envie d'une entreprise, de l'entrepreneuriat, ça m'intéresse. Tu as envie de construire quelque chose. Voilà, c'est pour ça qu'en fait, ça Shift s'est fait il y a 4 ans, où tu te dis, ah oui, à un moment donné, oui, on va peut-être parler à des partenaires ou éventuellement des investisseurs, tu vois très bien ce que je dis, voilà comment ça se passe, hein. Est-ce que tu vas avoir des incubateurs, des trucs comme ça, il y en a, ok, alors c'est quoi ton business plan, machin. Et moi, je me dis qu'à un moment donné, je veux dire, un graphique ou un tableau Excel n'a jamais convaincu personne. Vraiment, tu veux 3 millions ou 4 millions de dollars parce que tu as vu un Excel Non, mais tu sais, ça va te rassurer. Il y a parmi les gros fonds parisiens, Team Ventures, je lisais, c'est le fonds de Xavier Niel, pour faire simple. Et en fait, il disait que aujourd'hui, ils regardent plus les PPT. En fait, c'est d'abord ils veulent parler. Si en 5 minutes ils sentent l'énergie et tout ça, ensuite ils vont creuser. Mais c'est jamais le tableau Excel ou le PPT qui va faire que le projet il va réussir. En fait, c'est d'abord une question de gens, une question de personnes, d'énergie. Et c'est clairement, toi, c'est aujourd'hui plus ce que tu vas présenter. C'est les gens, ils passent 5 minutes avec toi, ils sentent tout de suite une énergie différente. Tu vois. Donc, il faut capitaliser. Et j'imagine qu'avec tous tes voyages que tu as faits, tu as rencontré énormément de gens. Quels ont été les moments les plus incroyables, les plus gros succès que tu as pu réaliser?
Et je parle pas d'argent, de quoi que ce soit, c'est juste toi personnellement, tu dis, waouh, là c'était exceptionnel. En fait, je pense que le succès que tu réalises, tu le réalises toujours après coup. Ok. Et dans les rencontres que tu fais, c'est toujours un peu un miroir de toi-même. Donc en fait, on va dire, j'aime quelqu'un. Bon, est-ce que j'aime moi-même à l'intérieur des autres gens? D'accord. Je me retrouve à l'intérieur des autres gens. Donc je me dis un peu cette espèce de miroir. Et j'aime bien le côté, bon, on dit voilà, la vie n'est pas forcément que ce qu'on voit. Il y a plus que ça. Donc c'est pour ça que, effectivement, je suis tout à fait d'accord avec toi. Je pense qu'on investit sur des gens. Maintenant, juste pour conclure par rapport à ça, oui, si j'avais 20 ans, je me dis, je vais peut-être faire une compagnie dans laquelle, tu vois. Maintenant, tu dis que tu as 40, c'est différent. Donc tu veux faire les choses plus rapidement, on va faire la même chose. Mais j'ai rencontré des gens de 20 ans vieux et des gens de 40 ans avec une énergie extraordinaire. Et je pense qu'aujourd'hui, moi c'est important quand d'arriver à mes 40 ans et d'être un peu plus libre de toutes ces choses-là. Et d'avoir une énergie, d'avoir de la santé et que des gens me disent tu respires la santé. Même si je ressens, chérie, tu es belle, elle est contente. et ça te donne une grosse énergie. Ces succès, c'était à travers ces rencontres. Tu rencontres des gens et tu vas à l'autre bout du monde et tu vois ces gens qui ont du succès et ils te disent, mais tu es en train de vivre ton succès. Mais comment tu as fait pour avoir ces millions de dollars? Parce qu'en fait, j'ai 2-3 amis très proches qui sont millionnaires. Et je vais les voir. À la fin de la journée, c'est moi qui leur dis, écoute, ça va bien se passer. T'inquiète pas. T'inquiète pas. Ça va aller. Et ils me disent, ah merci. T'es confiant, toi, dans la suite, pour toi? Bah, en fait, la suite, je pense que la suite, c'est, je sais que je vais devoir peut-être plonger de la falaise. Oui, bon, je le vois arriver. Bon, je m'inquiéterai quand il faudra que je plonge. Mais avant, je vais essayer d'anticiper pour voir un peu, voilà, bon, le vent. J'essaye d'anticiper les choses et d'essayer de rassurer les gens qui sont autour de moi. Mais profondément, cette peur, ça ne sert à rien de l'avoir. Et je veux dire, cette profonde peur, tu peux la convertir justement en essayant de consoler les autres et pas te concentrer sur ta propre peur. Donc en fait, c'est un peu comme ça. Quand je me pose la question, pourquoi t'as appelé ce bar Karma? Je vais dire en Chine, vous savez, les potes, les copains, Karma, renseigne-toi. C'est-à-dire, tu peux pas forcément obtenir tout ce que tu veux obtenir et l'obtenir de toutes les façons que tu penses. Et il y a toujours un prix que tu dois payer. C'est clair. Et je veux dire, donc, voilà, bon, sois juste conscient du prix que tu vas payer. Et je l'ai vu dans beaucoup et surtout, bon, en plus, aussi en Chine, où tu arrives, les mecs, ils arrivent, ils sont, voilà, ijozo. Voilà. Et je leur dis, voilà, tu conduis ton taxi. C'est une petite histoire là qui est marrante, je sais pas si tu as entendu. Tu as un client qui est derrière, qui est dans un taxi à l'arrière, et puis tu as un taximan qui fait, pourquoi tu es devenu taximan? C'est parce que je peux faire ce que je veux, j'ai mon temps, bon, je travaille beaucoup, mais personne me dit ce que j'ai à faire. Et le client il fait, Zogwai. À droite. Et à droite. Et va à droite. Et à un moment donné, tu dois savoir que la liberté, c'est un concept. Mais c'est le sentiment que tu vas, c'est le sentiment que tu vas apporter aux autres. Bon, il y a beaucoup de philosophie, derrière, et je pense que même dans les gens avec qui je travaille, parce qu'en fait, même si dans la musique, tu dois toujours avoir une culture de groupe. Et donc, une culture de groupe, c'est une culture d'entreprise. Et je veux dire, et c'est cette image que tu dois donner. Ok, d'accord, tu me parles de 2-3 matchs. J'ai compris que 2 et 2 font 4. Tu peux diviser comment ça se passait. Voilà, voilà. Mais maintenant, voilà la direction dans laquelle on va aller. Voilà ce qu'on voudrait faire. Voilà où on voudrait aller. Et là, bon, après, on va voir les gens avec qui on peut travailler pour y arriver. Il faut inspirer. À un moment donné, il faut s'intéresser un peu aux idées et comment on va faire. Après, on va trouver des outils pour le faire. Même si aujourd'hui, je sais que le geek ou ces gens-là, ils ont gagné une partie de l'affaire. Mais on a besoin de coopérer encore.
Donc le but, mes succès, étaient à travers cette comparaison que j'ai eue avec un geek qui travaille pour le reste du monde, une boîte française qui bosse partout dans le monde alors que le mec il est en short derrière, ce mec en Indonésie qui est venu d'Allemagne, qui dit j'adore ma vie parce que je suis en boubou toute la journée, qui fait un véritable business et des chiffres d'affaires absolument incroyables, et qui me disent oui, c'est intéressant ce que tu fais. Alors, c'est quoi Donc c'est intéressant déjà, quand tu parles de quelque chose pendant 20 secondes et quelqu'un veut te prêter l'oreille pour 40 secondes de plus. C'est comme ça que je peux mesurer ce succès. Maintenant, la prochaine étape, c'est le transformer en partenariat avec partenariat solide. Et à travers la levée d'argent ou bien des partenariats pour faire ces choses-là. Le côté un peu plus classique. Mais pas commencer par ça. Non. Je ne pouvais pas commencer par ça. Déjà, je n'étais pas prêt. Et aujourd'hui, j'ai plus cette liberté d'action et pas beaucoup de peur. Du coup, dans 3-5 ans, on se voit, on se raconte quoi? Dans 3-5 ans, on va se raconter... Déjà, on se voit à Shanghai ou on se voit ailleurs? En fait, maintenant, c'est un peu le citoyen du monde. La seule chose qui pourrait me baser, c'est me calmer, c'est la famille, ou l'arrivée d'un enfant, tu vois, dans ma vie, et se placer, c'est très important par rapport à ça. Voilà. Donc, c'est ça qui me donnerait une adresse. Mais oui, à Shanghai, pourquoi pas. Mais en même temps, c'est sûr que, je voyage beaucoup plus que lorsque j'avais 20 ans. Ah, c'est sûr. Je voyageais plus dans ma tête, et aujourd'hui, je voyage plus physiquement. C'est toujours en mouvement. Et ce mouvement va pas changer. On pourra écouter des nouvelles musiques, des nouveaux clips à Miami. Ou ailleurs. Ou ailleurs. Un clip, il y a un peu une idée de fou là. Voilà. Ah ouais. Mais voilà. Et puis donc l'idée aujourd'hui, réfléchir un peu au financement de tout ça, et que cette idée sur laquelle je suis en train de travailler, creuser et rester toujours ouvert à un éventuel pivot. Mais qui va pas, mais c'est pour ça que cette stratégie et cette façon de réfléchir reste toujours la même, parce qu'elle est tellement globale. Et partout où j'allais, au final, je sentais que les gens se rapprochaient un peu plus de qu'est-ce que je fais là, pourquoi. C'est les grandes questions d'aujourd'hui, je trouve. C'est les grandes questions. Je veux dire, en Chine encore, il y a encore beaucoup de gens qui ne veulent pas se la poser. Je suis d'accord. Et je pense que si c'est là où je suis utile. Pourquoi j'irai dans un endroit où d'un seul coup tu vas parler de bien-être et les gens te disent oui, je me sens bien, mais ils te disent pas qu'ils vont voir un psychologue 2-3 fois par semaine. Tu vois. Donc je veux dire, parce que c'est simplement fashion de dire que je vais bien. Alors vaut mieux dans un endroit dans lequel on me dit est-ce que tu vas bien? Il fait de quoi tu parles? C'est pas la question. Et là tu fais bon bien, prends un café, calme-toi, détends-toi. On est bien là. Tu vois, on peut être bien aussi. Mais voilà, c'est que des choses comme ça. Et puis tu peux travailler différemment. Et c'est cet art de vivre. Mais je pense que ça marche beaucoup avec l'exemple. Et je veux dire, être le chanteur, artiste, entrepreneur, être bien dans mes baskets et dire aux gens oui, vous dites que vous ne m'aimez pas, mais tu ne me connais pas. Alors, moi, je t'aime bien, je trouve ça sympathique. Mais pourquoi? C'est parce que c'est possible. Et là, de ce coup, il y a une personne qui va être curieux. Une personne parmi 10. Après, si tu multiplies ça, c'est déjà intéressant. Et je pense que ça va dans le bon sens. Mais on est entièrement d'accord. Enfin, tu vois, on vient de passer une petite heure ensemble. Voilà. On est là-dessus. Je pense que les gens ont découvert un John qui est très différent. Enfin, en tout cas, moi, j'ai découvert et j'adore cette image de la fin. L'artiste entrepreneur, le chanteur, musicien, entrepreneur. Et en fait, c'est que tu es en train d'arriver à une autre étape, en fait, on a l'impression, où tu es en train de réutiliser toutes ces énergies que tu as rencontrées tout au cours de ta vie. Et là, boum, maintenant, tu arrives à un autre niveau, tu dis, bon, maintenant, on va essayer de le transformer en quelque chose d'autre. Franchement, on peut te souhaiter que du succès. Merci beaucoup de ce partage. Aujourd'hui, si les gens ils veulent en savoir plus sur toi, sur ta musique, sur ta marque, on les renvoie vers quel site, vers quelle adresse? Pour l'instant, je suis en train de travailler sur tout D'accord.
Okay. Au niveau, je pense qu'il y a pas mal de contenu, de choses à dire. J'ai pas encore de site internet. J'ai juste mon adresse Facebook, mon Instagram. Tu partages énormément. Que je partage énormément. Ouais. Mais j'aimerais, je suis encore en train de consolider tout ça, et surtout d'un point de vue structurel, administratif, en train de consolider toutes ces choses-là. Bien sûr. C'est important. Et donc, vraiment, voilà. La musique et aussi préserver l'environnement, c'est très important pour moi. Ouais. Donc tout ce qui se passe politiquement, voilà, la nouvelle administration de Trump, pour moi, à côté de toutes ces histoires de taxes, mais ce qui m'a touché, c'était aussi toutes ces résolutions qui n'ont pas été prises pour préserver l'environnement. Et je suis toujours avec ce concept de nation et de race et de division des gens. On n'a qu'une seule planète. Et je veux pas, je veux dire, à un moment donné, je veux pas sonner romantique ou n'importe quoi, mais il faut quand même qu'on y réfléchisse. Et ce problème d'eau potable et ces choses-là, c'est quand même un truc qui va nous tomber dessus. C'est demain. Et je me dis, donc, à un moment donné, j'avais juste un problème à me dire, mais qu'est-ce que je fais? Et si je contribuais pas un petit peu là-dessus, je sais même plus quoi dans les discussions. Quelles discussions je vais avoir avec les autres humains, si c'est pas à un moment donné s'intéresser à notre maison. Donc au final, à un moment donné, c'est quoi le sens de la vie? Et je veux dire, et c'est philosophiquement parlant, et d'un point de vue économique, il faut se poser ces questions-là. Et je me dis, oui, c'est une question qui nous concerne tous, bien au-delà. Oui, donc oui, j'ai ce côté, je suis habillé un peu en noir cérémonial, mais je suis content. Et on peut le faire avec le sourire. Et ouais. Et c'est ça ce que tu essaies de... La marque que tu as aujourd'hui, que tu es en train de lancer, elle véhicule tout ça. Exactement. Merci beaucoup, John. C'était super. On mettra toutes les informations aussi pour ton Facebook et le lien vers le clip aussi, pour que les gens y voient un petit peu ce que ça veut dire. Et dès que tu as plus d'informations sur la marque, tu reviens nous en parler et on refait ça. Bah écoute, franchement, merci beaucoup, Greg. Hein, c'est génial ce que tu fais. C'est gentil. Et ça fait plaisir. Et je pensais pas être aussi volubile. Mais moi non plus. Et en fait, tu sais quoi, ça nous est arrivé sur plusieurs épisodes où quand j'enregistre, quand j'appuie sur le bouton, en gros, je sais pas trop en fait dans qu'est-ce qui va être dit. Tu vois, j'ai quelques idées, je connais la personne, j'ai fait mon travail de préparation un peu en amont, donc je vois l'histoire qui va être racontée. Mais là, avec toi, on découvre toute une autre personnalité, quelque chose que je suis sûr les gens t'ont croisé plein de fois dans les bars et dans la nuit et ils ne t'ont jamais entendu parler comme ça et je suis ravi que tu l'aies fait avec eux. Merci. Merci. Bien voilà, j'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, le seul moyen c'est de vous abonner sur iTunes et de me laisser 5 étoiles avec un petit commentaire, de vous abonner ou alors sur SoundCloud et puis d'en parler autour de vous. Pour plusieurs raisons. La première, c'est que d'une, je pense que plein de gens pourraient bénéficier de ces échanges avec ces experts, de ces entrepreneurs, de partager un petit peu ces informations. Ça pourrait aider pas mal de monde, de la même manière que moi, écouter des podcasts m'a beaucoup aidé jusqu'à présent. Et le deuxième point, c'est que aujourd'hui, on approche les 2000 écoutes en cumulé, ce qui commence à être propre, mais on peut encore faire mieux. Et c'est ce qui va aussi m'aider à pouvoir aller chercher des personnes et leur dire tiens, viens partager ton expérience avec Backstage, viens nous raconter ton histoire. Et ça, c'est possible qu'avec un podcast qui commence à sortir du lot. Je compte sur vous, je peux pas le faire sans vous, donc merci beaucoup de votre aide et parlez-en autour de vous et à la semaine prochaine sur Backstage.